Ça va parfaitement. Voilà. Bien, bah, je te propose de commencer puisque la technique est mise en place. Mhm. Ça me fait beaucoup plaisir déjà de te souhaiter une bonne année 2016 hein, parce que c'est la saison. Et pour te présenter rapidement, tu es Lina Swan, mon ancienne directrice. J'en suis très honoré parce que tu as apporté beaucoup d'innovation, beaucoup d'énergie et j'en bénéficie encore, hein. Tous les projets que tu as menés, qui étaient marqués sous le signe de l'ouverture, se poursuivent et je t'en parlerai un petit peu après si tu souhaites. Euh, Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est apprendre ensemble et notamment, tu as développé actuellement, tu développes des activités à l'international. Et moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment on apprend ensemble eh bien, à l'international. Est-ce que tu peux me faire partager ton expérience? Oui, merci Denis pour cette introduction, puis très bonne année à toi aussi. Merci. Alors c'est vrai que maintenant je ne travaille plus dans le domaine de la formation, mais j'ai eu l'occasion de, d'avoir plusieurs expériences internationales et notamment là récemment de faire une formation sur l'approche interculturelle en formation pour la Chinese Academy of Governance. Donc voilà, j'avais envie de partager cette expérience-là avec le club Apprendre ensemble parce que je regarde les publications de temps en temps et voilà, j'avais envie aussi de faire ma petite contribution. Merci Voilà. beaucoup. Donc, sur l'approche interculturelle et l'approche internationale, je pense que ce qui est intéressant dans l'approche interculturelle en formation, c'est de prendre, en fait, d'exploiter la pluralité des approches culturelles des participants comme une vraie force et non comme une contrainte. Je dirais, si j'avais un message, ça serait ça, c'est de profiter de la diversité des approches culturelles pour faire en sorte que cette richesse soit vraiment mise au profit de tous et de trouver un optimum global, ce qui n'est pas évident. Parce qu'en tant qu'animateur et formateur, on a aussi notre propre grille de lecture et on a tendance aussi voilà, à proposer, on va dire, des formations qui sont dans notre approche culturelle. Alors concrètement, comment ça se passe de tirer profit des forces des différents participants? Alors je trouve qu'un des points importants, c'est de pouvoir en fait justement trouver un bon équilibre entre des attentes qui peuvent être en forme sous la forme de contenu et puis des attentes plus d'interaction. Et donc tirer profit, c'est faire en sorte que chacun en fait puisse livrer sa vision, on va dire, des choses, donner du feedback sur la manière dont en fait il contextualise le contenu et ça permet justement de pouvoir les discuter. Ça veut dire que, alors concrètement, sur la formation que j'ai pu faire, on avait discuté sur la place justement de la relation au savoir, de la relation maître, on va dire maître, maître-élève. Et Mhm. dans une culture chinoise, cette relation-là, elle est très forte. Il y a des attentes très fortes sur le fait que le maître doit être celui qui doit tout savoir. Et discuter de cette question-là avec des formateurs chinois et leur dire que cette question, elle est questionnée aussi largement en Occident, ça a été une source de richesse et de confrontation justement des points de vue qui a été très porteur. Et alors, comment ça réagit? C'est-à-dire que c'est des débats qui sont organisés sur ce qui est en train d'être vécu ensemble? C'est un développement de plus de réflexivité? Alors je dirais que moi ce que j'ai pu proposer c'est à la limite ce qu'on fait dans toutes les formations, mais cette fois-ci en ajoutant un peu plus de contenu que d'habitude parce qu'il y avait une attente en fait voilà, de ce côté-là que je savais que je ne voulais pas décevoir. Et en discutant, justement, en préparant j'ai eu la chance de faire cette formation avec une co-animatrice qui est chinoise, mais qui a aussi eu l'occasion d'étudier, de travailler à l'étranger, en Europe, en Suède notamment. Et ça a été intéressant parce que justement, on a beaucoup discuté sur c'est quoi le bon équilibre et quelles pourraient être les attentes. C'est d'ailleurs des questions que nous, on se pose pour toutes les formations. Quelles peuvent être les attentes en termes de contenu? Qu'est-ce qu'on peut leur donner ou qu'est-ce qu'on doit leur donner, qu'est-ce qu'on va leur laisser découvrir par eux-mêmes. Et il m'avait dit, mais si on est trop dans l'interaction, ça va être, et on n'est que dans le débat, ils vont être déçus, ils vont dire, ben, nous, on n'aura pas fait notre job en tant que formateur. Donc voilà, ce type de débat intéressant. Donc, ce qu'en fait, finalement, l'équilibre qu'on a pu trouver, alors la formation s'est faite en 3 temps,
un premier temps qui était déjà, et ça c'était vraiment une envie qu'on avait tous les deux, de leur faire vivre ce que c'est que la différence interculturelle. Donc on a fait un espèce de jeu de rôle, de simulation, où en fait deux groupes étaient invités à essayer, deux groupes avaient des codes différents, et devaient essayer de comprendre les codes de l'autre juste par l'observation, en utilisant bien sûr des langages qui n'étaient pas compréhensibles. Et donc ça c'était une approche expérientielle. Et ensuite, on leur a donné des éléments de contenu, et là, rapprocher ces deux éléments, l'expérience et le contenu, et les faire débattre en petits groupes. Et eux-mêmes, du coup, les faire réfléchir aux attitudes qu'ils ont pu avoir quand ils ont eu des participants qui étaient de cultures différentes. Et donc, voilà, c'est un mix entre débat, discussion sur des contenus, contextualisation de contenu et apprentissage expérientiel. Et qu'est-ce qui a changé en toi et dans les participants à l'issue de cette expérience? Parce que c'est singulier comme expérience. Oui, oui, alors bien sûr, je pense que tout apprentissage nous change. Ce qui était intéressant, c'est que, alors moi, je suis d'origine chinoise, mais ayant grandi en Occident, et j'étais aussi un peu déjà un peu un mix. Et ce qui était intéressant, c'est que le groupe, après ce premier apprentissage expérientiel, où en fait ils ont pu aussi discuter de leur propre culture, alors tous les participants étaient chinois, mais confrontés en fait à des participants d'origine, on va dire, non chinoise. Et donc eux-mêmes, ils se sont questionnés en tant on va dire, formateurs chinois dans cette relation maître-élève. Et du coup, ils ont une attitude différente par rapport à moi, qui a évolué au fur et à mesure de la formation. Une chose très intéressante qui s'est passée, c'est qu'en fait, on a créé un groupe qui s'appelle, sur un outil qui s'appelle WeChat. C'est un Facebook qu'utilisent tous les Chinois. Et dès le départ, en fait, on a créé ce groupe-là pour que les gens puissent échanger. Donc au départ, on l'utilisait vraiment pour prendre en photo des PowerPoint. Alors c'est assez intéressant, comme je fais une petite digression, mais les Chinois utilisent très très facilement leur smartphone. Ils l'ont tous, et donc en formation, tout le monde utilisait son smartphone. Donc au lieu de prendre des notes, ils prenaient des photos, des PowerPoint, pour ne serait-ce que regarder ensuite, faire leurs exercices en lisant leur smartphone, plutôt que de lever la tête au tableau pour travailler en petit D'accord. groupe. Donc tu vois ce genre d'usage. Et du coup, en fait, on s'est adapté avec mon animatrice, on a intégré le smartphone du coup au fur et à mesure, au fur et à mesure des 2 jours de formation. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu les types d'interactions changer. Le dernier jour à midi, on a dit il reste encore quelques 2 heures, et on vous avait dit que dans les cultures dites, enfin dans les cultures plus participatives, on peut amener les participants à faire une part du programme. J'ai dit, ben là, on va le mettre en pratique. On vous propose de poster les thèmes que vous voulez. Et donc voilà, c'est-à-dire que le processus a fait qu'on a changé, on s'est adapté peu à peu. La relation s'est aussi transformée. Et si bien que même quand je suis partie, quelqu'un a commencé à m'envoyer des blagues en anglais, ce qui a fait plaisir, enfin sur WeChat, ce qui a fait que les autres ont plaisanté aussi. Et je pense que ça aurait été tout à fait inimaginable, voilà, si on n'avait pas été dans cette approche interculturelle, où on avait pris conscience qu'il fallait s'ouvrir. Et d'ailleurs, l'un d'eux qui a fait cette blague-là s'est fait un peu moquer par les autres. Et il a écrit You have to open your mind, your soul on your spirit. Et je trouvais ça très amusant, et c'était un peu au second degré. Et un autre a posté un immense mind map de la traduction du 35e congrès du Parti communiste chinois, parce qu'en fait on a parlé du mind map comme outil d'animation, et il a posté ça, enfin c'est un mind map complètement dément, et avec beaucoup d'humour, là encore, parce qu'on avait discuté de l'approche de l'humour comme une approche culturelle. Et voilà, tout ça montre qu'il y a eu beaucoup d'interactions qui s'est passées de manière très vivante. Et qu'en fait, ce que moi je ressens, c'est que ça les a surtout autorisés à faire des choses dont ils auraient peut-être envie, et qu'ils se sentaient peut-être pas en droit de le faire en tant que formateurs. Et moi-même, ayant une attitude, je pense, assez ouverte et décontractée, ils ont vu que on pouvait tout à fait être un spécialiste, être respecté et respectable, tout en ayant, voilà, ce côté, on va dire, plus décontracté. Quels seraient les trois conseils que tu nous donnerais pour aborder cette dimension interculturelle de l'apprendre ensemble? Alors, le premier conseil, c'est être soi-même conscient de sa propre grille de lecture. Moi, je sais que j'ai tendance, par exemple, à ne pas aimer donner du contenu parce que ça ne me plaît pas. Donc, j'en ai conscience, et il faut que je regarde en fait l'ensemble de mes participants, et que j'essaie de trouver le bon équilibre pour le groupe entre donc contenu
et processus d'apprentissage. Ça, je pense que c'est le conseil le plus important qu'on peut trouver d'ailleurs enfin, auquel on doit réfléchir pour toutes les formations, mais encore plus prégnant quand on a un groupe qui n'est pas soit de sa culture, soit de cultures différentes pour que chacun puisse s'y retrouver. Donc, il faut des temps différents et il faut aussi du coup être très flexible parce que ce qu'on a prévu peut ne pas être ce qui se passe. Alors, les 2 fois où j'ai pu faire des formations en Chine, à chaque fois, j'ai réadapté la formation le lendemain. Hein. Le soir, j'ai fait un débriefing. La première fois, pas assez de contenu. La deuxième fois, trop, mais je me doutais, c'était plus facile d'en enlever que d'en... Et comme les interactions marchaient bien, bah, du coup, j'ai privilégié les interactions. Donc, il faut à la fois beaucoup de préparation et puis de la flexibilité. Deuxième conseil, c'est faire les choses tout simplifier. Parce que lorsqu'on n'utilise pas, en fait, sauf si on parle couramment la langue des participants, tous les participants parlent la même langue, ce qui est rare si on est dans une approche interculturelle. Du coup, forcément, on aura des personnes qui vont devoir s'exprimer pas dans leur langue, on va dire, de confort, ou écouter pas dans leur langue de confort, ou avoir des traducteurs. Dans aucun cas, dans tous les cas, de toute manière, c'est jamais aussi fluide que dans sa langue maternelle. Du coup, il faut beaucoup simplifier les concepts, simplifier les consignes et beaucoup jouer sur le langage, on va dire, non verbal, très attentif à ce qui se passe dans les groupes. Enfin, je dirais le troisième conseil, mais ça fonctionne aussi pour toutes les formations, c'est très attentif à créer les conditions en fait, de confiance entre le formateur, l'animateur et le groupe et parmi les membres du groupe. Sur la relation de confiance entre animateur et membre du groupe, je pense que cette condition de confiance est variable aussi selon les pays. Il y a des cultures où d'emblée, le fait d'être désigné, choisi par l'organisation de l'autorité peut suffire. Par contre, si à la limite on arrive de manière trop décontractée, on n'a pas l'attitude qui serait attendue dans cette culture-là, on attend d'un maître, ce qui était un peu le cas dans la culture chinoise, ça peut être très déconcertant et du coup nuire à la confiance. Donc il faut être conscient de ça, donc créer cette condition de confiance. À l'inverse, il y a des cultures qui vont être beaucoup dans l'interaction, où la personne va être jugée sur ses compétences, sur son parcours, et si elle ne se légitime pas par son parcours, ça peut ne pas fonctionner. Donc je pense que cet élément-là est important, être conscient de qu'est-ce qui va faire que mon groupe pense que je suis légitime et aura confiance en moi. Et puis la confiance entre participants, ça ce n'est pas évident parce que par exemple j'ai pu me rendre compte que dans cette formation-là, il y avait des gens qui étaient de grades différents. Alors, on était quand même à la Chinese Academy of Governance. C'est un milieu très fonctionnaire, très, on va dire, ça s'appelle les officials. Et donc, il fallait être attentif au fait que personne ne soit mal à l'aise. Et faire en sorte que, je me souviens, par exemple, les plus jeunes étaient ceux qui avaient envie le plus de faire, d'être actifs dans les petits groupes de travail, mais il fallait faire en sorte que chacun puisse trouver sa place. Donc, par exemple, on a trouvé cette méthode qui était qu'il y ait des binômes d'animateurs de groupe, parce qu'en fait, c'était une formation de 50 personnes, donc c'était assez large. Donc, il fallait faire des petits groupes avec des binômes d'animateurs. On a choisi, entre guillemets, un ancien ayant le statut et un plus jeune qui avait des qualités d'animation pour faciliter les sous-groupes. Voilà, donc ça a permis, je pense, de créer des bonnes conditions de confiance à l'intérieur des sous-groupes, parce qu'on avait voilà, à la fois l'autorité légitime et puis des personnes qui avaient plus une capacité de faciliter des groupes. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour ce partage, hein. C'était très vivant et puis à la fois très concret. Je te souhaite de nouvelles merveilleuses formations dans tes nouvelles fonctions internationales, hein. Peut-être tu vas tester le Mexique, l'Argentine, les États-Unis, l'Afrique, que sais-je, pour voir si ce que tu as vécu à un endroit est transposable ailleurs, hein. En tout cas, moi, je reste à la disposition des membres du cercle d'apprentissage, hein, pour ceux que la question intéresse, s'ils sont amenés à faire ce type de formation. Voilà, je suis à la disposition de chacun pour échanger en particulier. Eh ben, un immense merci à toi. Merci beaucoup, Denis. À Au bientôt. revoir. Au revoir. Alors, hop, je vais couper l'enregistrement.